Donc l'acceptation de soi, le premier symptôme de le manque d'acceptation de soi, le premier symptôme de l'estime de soi. Le deuxième symptôme, c'est celui qu'on va appeler, vous devez le connaître, en tout cas moi je le connais assez bien, c'est le critique intérieur. Vous le connaissez celui-là? Celui qui à chaque fois que vous tentez quelque chose vous dit n'importe quoi. De quoi? Mais si, je vais le faire. Non. Et tu le sais? Mais si. Non. Et si. Non. Vas-y, teste. Puis au bout de 3 jours, ça ne tient plus. Qui n'a jamais entendu son critique intérieur? Je pourrais vous le présenter si un jour vous venez me voir. Le critique intérieur, il peut être assez violent parce que c'est un peu comme une... Vous savez, c'est un peu comme... Alors moi, je me rappelle de ma grand-mère. Quand j'allais chez elle, toute la journée, il y avait dans sa cuisine son petit poste radio qui fonctionnait, tout le temps sur la même radio, et puis elle se levait le matin, elle l'allumait, et puis ce poste-là tournait jusque le soir, avant qu'elle allume son poste télé pour regarder son émission préférée. Mais tout au long de la journée, il y avait cette musique de fond, ce qui fait qu'à un moment donné, cette musique de fond, on l'oubliait. Je ne sais pas si vous avez connu ça, ou si vous avez connu des gens qui faisaient ça. Eh bien, notre critique intérieure, c'est un peu comme ce poste qui tourne en permanence. Et ça fait tellement longtemps qu'il nous dit des trucs qu'on n'a pas envie d'entendre, mais qu'il nous les dit quand même, qu'on les entend plus consciemment. Mais on les entend inconsciemment. Et qu'est-ce que ça va créer, ça? Ça va créer des formes de croyances limitantes. C'est des choses qui vont nous dire « t'es pas capable, tu n'y arriveras pas ». De toute façon, tu as déjà essayé, tu te rappelles? Tu as souffert quand même. Tu vas quand même pas y retourner. Si, je vais y aller. Puis après, on va avoir un thérapeute. Je comprends pas, je fais toujours la même chose. Et j'en souffre. Et oui, quand j'ai eu mon problème de santé, c'était un accident cardiaque. Quand j'étais à l'hôpital, il y a l'infirmière qui passe, et puis c'est une infirmière en pharmacie qui passe, et puis on fait un peu le bilan de comment va être la vie après cet accident cardiaque, les médicaments, les traitements, tout ça. Puis elle me dit, mais vous fumez, vous, monsieur Pomarès? Alors moi, j'avais beaucoup de mal avec ça, j'étais un hypnothérapeute, j'aidais des gens à arrêter de fumer, mais je fumais. Alors, c'était... Donc on faisait le travail sur la clope, tout ça, machin, la personne repartait, m'appelait, elle me dit « c'est génial, j'ai arrêté de fumer ». Ah ouais, puis moi je ressortais, puis tu fais quoi? J'aide les gens à arrêter de fumer, tu vois. C'est... oh, ça marche bien. Hein. Ouais, ça marche bien. Et en fait, ce qui m'a fait arrêter de fumer, c'est pas l'hypnose, c'est un arrêt cardiaque. Mais bon, ça va. J'en rigole, hein, mais ça a changé ma vie, ce truc-là. Ça a changé ma vie parce que, bon, déjà, physiquement, ma copine m'appelle Einstein, parce que je suis balafré de partout. Mais au-delà de ça, ça a changé ma vie dans le sens où j'ai vraiment eu une autre vision de la vie. Il y a un avant, il y a un après. Et il y a, tu vois là, ce matin, tu n'as pas failli te réveiller, tu as failli rester là où tu étais. Il n'y a plus moyen que tu te trouves des excuses et que tu procrastines, tu continues à te détruire en fumant, par exemple. Du coup, j'ai tout arrêté. Je prends plus soin de moi, je prends plus de temps aussi. Et d'une certaine manière, je me dis toujours, OK, ce que tu as à faire maintenant, fais-le maintenant. Donc ça a beaucoup changé. Parce que la valeur de la vie est devenue immensément grande. Parce que j'ai failli la perdre. Ce que je dis aux clients qui viennent me voir, c'est mon plus grand bonheur, c'est que vous veniez me voir et qu'on travaille ensemble avant qu'il se passe un truc de grave dans votre vie. Parce que je trouve que c'est un peu con d'attendre de souffrir, de passer à ça du pire pour se dire « ouais, je vais changer de vie ». Ça présuppose qu'il faudrait vraiment beaucoup souffrir. Le problème, c'est que notre cerveau fonctionne comme ça. Notre cerveau, il fonctionne en mode binaire. Souffrance, plaisir. Pourquoi les gens n'arrivent pas à arrêter de fumer? Parce que le plaisir immédiat de la clope, quand on est en colère, quand on a envie de prendre une pause, est plus grand que la souffrance potentielle dans 20, 30, 40 ans.
C'est pareil avec l'estime de soi. Le plaisir immédiat de rester dans son coin et de ne pas parler, et de rester un peu comme ça en disant « bon, ils m'ont peut-être pas vu ». Est plus sympa que de se montrer, de faire face au jugement, de faire face à la critique, de se trouver nul, de machin. Mais qu'est-ce qui fait que très souvent, quand on est dans une soirée et qu'on a l'impression que tout le monde est plus intelligent que nous et que du coup on n'ose pas en placer une, pourquoi il se passe ça? Pourquoi on a cette sensation que si les gens sont plus intelligents que nous, et qu'on dit quelque chose qui, je sais pas, qu'on dit simplement quelque chose, ça va générer du potentiel jugement et du potentiel rejet. Pourquoi on croit ça, vous savez? Manque de confiance, pourquoi? C'est les croyances. C'est les croyances, ouais. L'éducation, mais aussi la psychologie. Il y a le schéma culturel aussi autour de nous. Enfin, Mais qu'est-ce qui se passe en fait? c'est la peur du rejet. Peur du rejet, l'éducation, de se rabaisser encore plus. On est trop critique envers soi-même. Quand je me suis formé à l'hypnose et que j'ai ouvert mon cabinet, je trouvais que j'étais nul. Je me sentais vraiment pas légitime. Pourquoi je me sentais pas légitime? Parce que j'étais allé dans une école où la culture du mieux, la culture du parfait, la culture du t'accompagnes quelqu'un, c'est vraiment important, il faut que tu sois au top, du top, du top, du top. Et dans un sens, c'est vrai, il faut être assez bon quand même, il faut pouvoir accompagner des gens. Mais quand tu sors de formation et que tu n'as pas encore d'expérience de terrain, tu ne peux pas être aussi bon que quelqu'un qui a 10 ans de terrain ou 15 ans de terrain. Du coup, qu'est-ce qui faisait que je me sentais nul? Je regardais mes formateurs, je regardais mes collègues qui avaient 15 ans d'expérience, et je me disais, putain, mais eux, ils sont bons. Eux, je leur pose une question quand je fais de la supervision, je leur pose une question, moi je galère sur un cas, et eux, en 2-2, ils ont la réponse. T'as fait ça? Non, je ne pas pensé. Ouais, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Puis quand on les voit travailler, c'est beau, c'est joli. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le cas de celui qui sort de formation, qui regarde son collègue qui a 10-15 ans d'expérience? Il se compare. Et un des symptômes les plus perverses de l'estime de soi, c'est de se comparer aux autres, en fait. Parce qu'on se compare par rapport à notre filtre de « Ah, lui, c'est bien ce qu'il fait. Ah, lui, il est parfait. » Qui se compare ici un peu? De temps en temps? Ok. Vous vous comparez de quelle manière? Vous vous comparez en vous disant putain, lui, quand même, ce qu'il fait, c'est top. Et finalement, moi, je suis nul. Ou alors, vous vous comparez en vous disant putain, lui, ce qu'il fait, c'est top. Je me demande bien comment il fait. Et qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Ok. Qui fait la première? Qui fait la deuxième? Tout le monde ne répond pas, c'est rigolo. Qui fait les deux? Ok. Forcément, on est un peu dans les deux. Ça va dépendre aussi de l'émotion liée à ce dont à quoi on se compare. La relation que tu as avec la personne aussi. Ça dépend du domaine également. Ouais. Le domaine, la personne, ouais. Mais comme l'estime de soi, c'est les pensées qu'on a de soi et ce qu'on ressent par rapport à nos pensées, quand on se compare à quelqu'un qu'on trouve bon dans son domaine et qu'on se dit « j'arriverai jamais », eh ben ça fait baisser notre estime de soi. Ça va, ça? Donc les symptômes de l'estime de soi, il y a ce qu'on a dit. La critique. Le critique intérieur. La non-acceptation. La comparaison. Critique, jugement. Ah, il y en a un autre aussi. Les complexes. Qu'est-ce qu'un complexe? C'est t'as vu mes fesses? Des choses qu'on n'apprécie pas chez soi. Des choses qu'on n'apprécie pas chez soi.
Ouais. Alors des choses, ça demanderait à être un peu précisé, mais ça dépend de la personne. Ouais. Mais ça serait quoi des choses? Ça peut être des choses autant mentales que physiques? Ouais, ok. Des choses qu'on n'aime pas parler, enfin on n'aime pas en parler en public? D'accord, ok. C'est peut-être la comparaison plus le temps qu'elle C'est comment ton prénom? Anaïs. Anaïs. Anaïs, elle mixe tout. S'il y a complexe, ça veut dire qu'il y a quelque chose auquel on s'est comparé et du coup on s'est dit c'est peut-être pas normal chez moi ou c'est trop. Ouais, il y a le rapport à la normalité, pourquoi pas. Mais encore aujourd'hui, on sait que, vu ce que la société nous propose, sans faire la victime, mais forcément, il y a des normes. Aujourd'hui, les normes physiques ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Donc forcément, les normes évoluent, donc notre point de vue sur les normes évolue aussi. Ouais. Mais le complexe, c'est pas vraiment ça, en fait. Un peu. Quoi d'autre sur le complexe? C'est pas lié à la comparaison? Pas forcément. Ça peut, mais il y a je me compare, je me plais pas, et ensuite il se passe quelque chose pour que ça devienne un complexe. Il y a d'autres. L'obligation. On apporte beaucoup d'attention. Qui a dit ça? Oui. On apporte beaucoup d'attention. Oui. C'est une pensée obsédante sur quelque chose, qui grossit le truc, qui l'amplifie, et qui fait que ça devient une souffrance. Il y a un sentiment de honte. Ouais, peut y avoir ça. Peut y avoir de la honte. Bah ouais. Moi j'ai de la bidoche quand je vais sur la plage. L'affirmation de soi, c'est quand même assez génial. Qui trouve qu'il ou elle a une bonne affirmation de soi ici? Sans forcément... D'ailleurs, tiens, on pourra en parler, mais... Qui pense que... Exactement. Quand on dit est-ce que tu as de l'affirmation, est-ce que toi tu as de l'affirmation de toi, qui pense que c'est un peu péjoratif, négatif, pas cool? Non, plutôt vantard. Un peu vantard? Un peu, ouais, comment tu te la pètes, sérieux. Sérieux, tu peux pas redescendre un peu. Mais il y a de ça dans l'estime de soi. Le lien avec l'ego, parce qu'à un moment Ouais. donné, quand tu as travaillé sur l'estime de soi assez pour avoir mis une distance avec peut-être le critique personnel, les complexes et tout, il y a un moment donné où du coup c'est la culpabilisation de l'ego qui vient et qui dit ouais, en même temps, enfin là, foutu ego. Tu te prends pour qui? À un moment donné, il y a ça qui arrive. Et du coup, ça descend. Comment on jongle, comment on vient? Bah, je me dis que si à un moment donné il y a ce sentiment que attends, ne deviens pas trop, c'est que l'estime de soi elle n'est pas encore complètement réglée. Parce que tu vois, c'est comme la confiance en soi. La personne qui a confiance en elle, elle ne se pose pas la question de savoir si elle a confiance en elle. Quand on lui dit t'es arrogant, elle se dit pas non, je sais pas, peut-être. Non, je suis juste moi. Enfin, j'ai. Et puis, quand on commence à se dire est-ce que j'ai assez confiance en moi? Ben, on a déjà la réponse en fait. Lorsqu'on commence à se poser la question, on a déjà la réponse. Quand on commence à se dire est-ce que je suis vraiment bien dans mon couple? Faut faire gaffe. Est-ce qu'on peut avoir confiance en soi mais manquer d'estime de soi? Moi je pense que l'estime de soi, il y a dans l'estime de soi, tu vois l'estime de soi c'est un peu comme cette chaise, j'aime bien cette métaphore, sauf que c'est une chaise à 3 pieds dans l'estime de soi, mais bon, on imagine que là c'est bref, on s'en fout. L'estime de soi, c'est la combinaison de la confiance en soi, de l'amour de soi et de l'affirmation de soi. Du coup, si tu n'as pas la confiance en soi, bah, tu as un peu un pilier en moins, d'une certaine façon. Encore une fois, ce que je te dis là, c'est un modèle. Moi, c'est celui que j'utilise et que je propose. Maintenant, quelqu'un d'autre pourra te dire « Ouais, mais non, la confiance en soi, c'est plus dans les capacités, c'est plus dans ce que tu penses être capable de faire. » Le manque de confiance en soi, c'est souvent la volonté de contrôler ce qui va se passer dans le futur, mais que tu n'as aucun moyen de contrôler. Et le fait de ne pas réussir à être sûr et certain que tu vas le contrôler génère un manque de confiance en toi. La plupart des gens qui disent « je voudrais avoir plus confiance en moi » te disent « je voudrais être sûr que ça se passe bien ». Alors que la confiance en soi, très souvent, c'est « je voudrais être sûr que peu importe ce qui se passe, je puisse mettre mes ressources en avant pour y arriver ». C'est déjà pas pareil.
L'estime de soi, on n'est plus sur l'identité, on est plus sur vraiment la structure un peu plus profonde. Mais maintenant, les exercices que l'on donne et le travail qu'on peut faire là-dessus peuvent se rejoindre finalement. Mais dans l'estime de soi, tu vas très souvent avoir de la dévalorisation, de « je suis qui pour ça ». Vraiment, on est plus au niveau de l'identité quand même. Quelqu'un connaît la PNL ici? Ok, PNL, programmation neuro-linguistique. Pour faire simple, programmation neuro-linguistique, c'est 2 types qui ont créé ça dans les années 70 et c'est une méthode d'accompagnement thérapeutique basée sur la communication. Et donc, ils travaillent sur 3 points. La linguistique, le langage. Tout à l'heure, ce qu'on disait, tu sais, on, c'est qui, valeur, faudrait définir, tu vois, tout ce linguistique-là, d'aller définir les mots, donc le linguistique. Le neuro, c'est tout ce qui est lié aux pensées, au cognitif, plus au niveau du cerveau, du cortex préfrontal, tout ce qui est la raison, la cognition, tout ça, c'est le neuro. Le néocortex. Programmation, c'est plus lié à l'inconscient, sur les conditionnements inconscients. Donc eux, dans la PNL, ils travaillaient là-dessus. Et je ne sais pas pourquoi je te parle de la PNL. Toi non plus? Ah oui, vous avez vu comment on crée une... Voilà, merci mesdames, merci monsieur. L'estime de soi, c'est plus profond. Je ne sais pas si je vais m'en sortir avec ça, mais... L'affirmation de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Si vous avez compris ça, aimez-vous les uns les autres. Mais aimez-vous vous d'abord. Ça me reviendra. Peut-être. Tu regarderas la vidéo. Donc on disait l'affirmation de soi. Vous vous rappelez, on était parti là-dessus à la base. L'affirmation de soi, c'est... Est-ce que vous avez déjà remarqué, peut-être vous, que ça vous est déjà arrivé de réagir comme ça, mais parfois, pour dire non, vous vous sentez obligé d'y mettre un peu de colère, un peu de... vous énervez un peu sec. Ou alors, certaines personnes, plutôt que de vous dire non, là, juste non, je peux pas. Non, ça suffit, c'est toujours comme ça, et pète un câble, hein, je sais pas trop pourquoi. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vous-même fait ça? De temps en temps? Ça vous parle pas trop? Ça parle à quelqu'un? Ok. L'affirmation de soi, ça va être par exemple de réussir à dire non juste en disant non. Le manque d'affirmation de soi, ça va être obligé d'y mettre en plus de dire non, quelque chose de sec, une émotion un peu brutale, comme pour amplifier son non, comme pour mettre dans son non plus de force, ou pour poser une question, pour demander quelque chose, un service par exemple. Oui, il y a des personnes qui nécessitent qu'on communique comme ça avec eux, parce qu'ils comprennent que c'est façon. Peut-être. Tu parles de quelqu'un en particulier? Non, garde-le pour toi. J'ai envie de te dire oui et non. Parce que on est toujours à deux à communiquer. On ne peut pas communiquer tout seul. Moi, je pense que ça dépend de son nom. C'est aussi... après, je pense que c'est pas... tu vois, dans chaque communication, surtout si c'est une personne en particulier, il y a ce qu'on appelle une métacommunication. Il y a les enjeux des communications passées, les conséquences, ce qui est connu. Il y a le paraverbal, c'est-à-dire la manière dont on dit les choses. Il y a le non-verbal. Tu vois, c'est comme, par exemple, dans la rue, il y a des personnes qui se font toujours agresser et d'autres jamais de leur vie. Pourquoi? Il y a des études très sérieuses là-dessus, qui montrent que notre non-verbal, notre façon de nous tenir, notre façon de dire les choses, a une influence sur la communication de l'autre. Je dis pas que c'est une... Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour y mettre des nuances. Je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que j'ai raison, j'essaie juste de mettre une nuance.